qui peut faire tilt, je pense, c'est des moments où les planètes s'alignent. C'est des moments où tout d'un coup, on a l'impression qu'on est là où il faut quand il faut, ou qu'on a rencontré la bonne personne qu'il fallait quand il fallait, quoi. Je suis Isabelle Autissier, je suis ingénieure agronome. Je suis connue pour avoir navigué dans des tours du monde en solitaire, comme par exemple le Vendée Globe. J'ai été présidente et je suis actuellement présidente d'honneur de la branche française du WWF. Et par ailleurs aussi écrivaine, voilà, je touche un peu à tout. C'est cette forme d'indifférence et d'égoïsme qui continue, je pense, à se développer. L'indifférence à la vie des humains, l'indifférence à la vie de la nature, l'indifférence à la beauté des choses. Pour moi, l'opposé de l'indifférence, c'est la curiosité. Essayer d'être un peu curieux des autres. C'est la beauté des choses et la beauté des gens, quoi. Mais il y a des fois, moi, je tombe encore à la renverse. Enfin, je veux dire, voilà, des fois c'est des petites choses, des fois c'est des grandes choses. Mais franchement, qu'est-ce qu'on est une belle planète. Qu'est-ce qu'on a de trucs incroyables. Et la beauté des gens aussi. Il y a quand même des gens formidables. Il y a quand même des gens qui font des choses incroyables, quoi. Et voilà, donc ça me réjouit. Et la deuxième chose qui me réjouit, c'est le combat, c'est la mobilisation, c'est comment on est capable à un moment donné de sortir, voilà, de nos petits nombrils et puis de s'investir dans un truc en commun, et comment des fois ça prend des dimensions incroyables. Enfin, si on regarde un peu les sociétés humaines, il s'est quand même passé des choses incroyables dans l'histoire des sociétés humaines, et à chaque fois c'était ça, quoi. À chaque fois c'est une bande de gens à un moment donné qu'on dit bon allez, maintenant on y va, et puis c'est, oui, c'est même assez enivrant. Moi, si je dois en tirer qu'une seule chose, c'est beaucoup de fierté et beaucoup de bonheur d'avoir trouvé un endroit où m'engager, parce que ça me tenait à cœur. Je me disais que c'était le combat du siècle. Je voulais trouver ma place là-dedans, et en trouvant le WWF, en les rencontrant vraiment, je me suis dit voilà, c'est ma philosophie, c'est ma vision. En tant que présidente, j'ai voulu aller voir tout le monde, toutes les équipes, et entre autres, on a une équipe en Nouvelle-Calédonie où on a une super opération avec les gens, les villageois en fait, qui est une opération de restauration de la forêt. On voit comment les organisations environnementales comme nous, les populations locales, peuvent être vraiment main dans la main, à la fois pour protéger et restaurer la nature et la biodiversité, mais aussi créer pour les gens des ressources économiques. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais en tout cas, on a la belle synergie dans un exemple comme ça, et je me suis dit, là je suis super contente, quoi. C'est le sentiment d'urgence, et de me dire là, on n'a plus beaucoup de temps avant que ça se complique vraiment pour l'être humain, pour les communautés humaines. C'est un combat infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on dira « c'est bon les gars, on a gagné ». Il y a 100 000 petits combats qu'on va plus ou moins gagner, mais il faut cranter le truc tout le temps, quoi. Honnêtement, moi, il y a des fois, ça me réveille la nuit. Et je me dis, ça va pas assez vite, là. J'ai eu la chance, quand j'étais une petite fille, d'aller en vacances au bord de la mer, et on avait un petit bateau en bois. Quand le bateau il penchait, j'avais un peu peur parce qu'il y a le bord qui se rapprochait, et puis je me disais non, même pas mal. Et puis voilà, donc j'ai éprouvé des choses. Très vite, pour moi, le bateau c'était aussi une forme de liberté, une forme d'aventure. On allait dans l'île d'en face. Après, j'ai eu une construction qui a été quelque part beaucoup plus intellectuelle, parce que dans le bateau aussi, il y a plein de la météo, plein de trucs, enfin bon. Mais au départ, ça a été ça. Ça a été de m'éprouver moi-même, d'éprouver des sensations, de choses qui aussi peut-être me faisaient rêver, d'aller voir ce qu'il y a derrière l'horizon. Enfin, tout ça a été très fort, m'a vraiment beaucoup construit. Et très jeune, je me suis dit, ah, la mer, c'est un truc de dingue quand même.
Il y a des moments où toutes les planètes s'alignent, quoi. Et je me souviens de mon premier tour du monde, et le jour de mon anniversaire, je rentre dans les fameux 40e rugissants. Donc déjà, ça c'était assez symbolique. Et ce jour-là, il faisait incroyablement beau. Il y avait une houle énorme, mais plutôt calme, une grande respiration comme ça de l'océan. Et je vois mes premiers albatros. Et les albatros, c'est des oiseaux mythiques, ce sont les plus grands oiseaux de mer, puisqu'ils peuvent atteindre jusqu'à plus de 3 mètres d'envergure. Et ce sont des oiseaux qui, en fait, utilisent la poussée de l'air devant la vague pour planer. C'est des oiseaux qui ne battent pas des ailes, ou très peu. Donc on a ces oiseaux énormes qui ne battent pas des ailes et qui vont comme ça avec les vagues. Il y a des espèces de moments où ça prend une intensité incroyable parce que tout est bien. C'est ma petite boîte à trésors à moi. Et quand je chouine un peu, quand j'en ai marre, ben, ça vaut le coup d'ouvrir la boîte à trésors et de se dire, bah waouh, mais là en ce moment, il y a des albatros qui sont en train de planer sur les vagues, encore maintenant. Et puis il y a peut-être un petit humain dans un coin qui est en train de les voir. Les marins, on a de la chance, c'est que les trucs nous reviennent dans la figure tout de suite. Et qu'on ne peut pas s'extraire de la nature dans laquelle on est. Ici, on est complètement extrait de la nature. Hein. On a fabriqué une maison qu'on chauffe à la température qu'on veut, dehors, enfin voilà. Quand on est en mer, on ne décide pas du vent, on ne décide pas de la hauteur des vagues. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire son miel de ce qui existe. Et dire, ben voilà les conditions dans lesquelles je suis, j'essaye de comprendre ce qui se passe, et en fonction de ce que j'ai plus ou moins bien compris, je décide de ma trajectoire, et donc je décide de ce que je veux faire. On est obligé de faire ça en mer, on n'a pas le choix. Mais c'est un mode de pensée qui est assez intéressant. Et c'est un peu pareil pour la pêche. La pêche, c'est une chasse. Et donc, on peut avoir un bateau très performant, avec des tas d'appareils, etc. Il n'empêche qu'on s'adresse à du vivant. Et que si on ne suit pas les règles du vivant, on se plante. C'est-à-dire qu'on fait de la surpêche. Quand on est en surpêche, qu'est-ce qui se passe ? Et ben, au bout d'un moment, on a trop investi, on ne gagne plus assez de sous, on met les bateaux sur le quai, on met les gens au chômage, et c'est beaucoup de choses extrêmement désagréables pour tout le monde. Le drame, c'est que ça ne se voit pas, parce que c'est tout petit, parce que c'est dans l'eau. Bien sûr, quand on est près des côtes, on voit les choses. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans des îles australes bien paumées. Si j'arrivais dans une baie, je ne voyais pas de plastique. Aujourd'hui, on en voit. Moi, j'étais au Spitzberg, c'est un tapis de plastique, mais c'est un tapis de déchets sur ces endroits magnifiques. Donc vous voyez des ours, vous voyez des baleines, vous voyez des bêtes magnifiques sur un tapis de plastique. Donc ça c'est vrai que quand même ça fait mal. Et donc ce plastique passe dans les chaînes alimentaires. Et ce faisant, évidemment, comme c'est pas très bon pour la santé de manger du plastique, on est d'accord, ça va infecter, ça va rendre malade, hein, tout simplement, tous les êtres vivants de la chaîne alimentaire, à commencer par le plancton, jusqu'à la baleine ou jusqu'à l'homme, évidemment. Alors, il y a plusieurs niveaux. Pas trop manger de poisson, parce que malheureusement, on encourage quand même beaucoup la surpêche. Il faut préserver ce qui reste. Il faut restaurer ce qui peut être restauré. Quand on crée une aire marine protégée, qui est vraiment protégée, c'est extraordinaire comment la vie reprend rapidement. Vous revenez 4-5 ans plus tard, la biodiversité des poissons, des organismes marins, la taille des animaux, l'écosystème est quand même revenu relativement vite. Pour les gens qui veulent aller plus loin, dans une forme d'engagement, il y a éventuellement la voie des études et du métier. Hein. Par exemple, il y a des gens qui travaillent sur des filets de pêche qui ne soient pas en plastique. Il y a aussi des mobilisations sur la défense de tel ou tel territoire, de telle ou telle espèce, sur lesquelles on peut aussi s'engager. La question, c'est pas de mettre des endroits sous cloche. Ce qui est vraiment important, c'est de dire comment, avec les gens qui sont là, avec les pays, avec etc., les communautés, comment on construit cette protection de la nature et cette restauration de la nature. Les forêts sont indispensables aux hommes. Que ce soit pour nous fournir de l'oxygène, quand même, ça peut servir, pour absorber les gaz à effet de serre, pour maintenir une vie, une nature, une biodiversité à beaucoup d'endroits,
pour nous rafraîchir, etc. Les forêts sont extraordinairement mises à mal. En 12-13 ans, on a déforesté presque la surface de la France, 80% de la surface de la France. Donc on est encore dans une déforestation massive dans le monde, extrêmement grave. Ce qui est important, c'est la forêt primaire. Parce que la forêt primaire, la vieille forêt, elle a développé une multitude d'espèces, déjà de plantes et d'espèces animales associées, une complexité extraordinaire que vous ne retrouverez jamais dans ce que j'appelle moi la culture d'arbres. C'est-à-dire si vous détruisez cette forêt primaire, vous allez planter des arbres en rhodognon, peut-être que ça va capter un peu de carbone, mais ça sera zéro en termes de biodiversité. Ce sera zéro aussi en termes de services écologiques pour les gens qui allaient chercher des plantes pour se soigner ou chercher, voilà. Ça va être zéro pour les gens, franchement, allez vous promener dans une huette peuplier, tous bien plantés les uns derrière les autres, c'est pas super génial, hein. C'est quand même mieux d'aller dans une vraie forêt, enfin voilà. Donc on se donne un peu bonne conscience. Alors il y a des endroits où ça peut être fait, pourquoi pas, quand de toute façon c'est déjà foutu, on a déjà coupé la forêt, essayer de recréer un peu, de planter des espèces différentes, pourquoi pas, ça peut se faire. Mais avant tout, il ne faut pas détruire la forêt qui existe, parce que c'est celle-là qui a une valeur. Il y a plusieurs raisons à cette déforestation. Je dirais que sans doute la première, c'est ce qu'on appelle les cultures industrielles, hein, c'est-à-dire à planter du palmier à huile, aller mettre du soja pour nourrir nos vaches. Voilà. Et là, on voit que ce soit en Amérique du Sud ou en Asie, on est en train de raser la forêt d'une manière absolument terrifiante. La question minière aussi. Nous, on a des bureaux en Guyane, l'OUF, on voit bien comment leur paillage illégal détruit la forêt d'une manière considérable. Il y a aussi la culture purement vivrière qui fait qu'on est de plus en plus nombreux et on gaspille une partie de l'alimentation. C'est un vrai problème. Et puis tous nos aménagements, alors en France on y est assez sensible à ce qu'on appelle l'artificialisation des sols, mais on voit bien comment les routes, les aménagements, le développement des villes se fait aussi beaucoup au détriment de la forêt. L'habitat ou la nourriture. Hein. Quand vous mettez des pesticides sur un champ, vous supprimez tous les insectes, puisque c'est fait pour ça, et quand vous supprimez tous les insectes, vous supprimez la nourriture des oiseaux, donc vous supprimez les oiseaux. La deuxième, c'est évidemment le dérèglement climatique, qui fait que petit à petit, on est en train de décoordonner les écosystèmes. Donc quand les animaux ne trouvent plus, quand les poissons ne trouvent plus le plancton qu'ils veulent manger parce que le plancton il est parti au nord, forcément c'est des atteintes à la nature qui vont être considérables. Et la dernière grande raison, c'est la pollution généralisée. La bonne nouvelle de tout ça, c'est qu'on peut quand même agir à tous les niveaux et qu'il y a plein d'instruments pour agir. On peut avoir la protection, bien sûr, on peut avoir les lois qui vont permettre ou interdire des choses, on peut avoir les certifications qui vont permettre des bonnes pratiques et au contraire essayer de faire arrêter les mauvaises, on peut avoir toute l'éducation, la discussion avec les gens pour essayer de changer les modes de vie, la mobilisation des citoyens ici, enfin voilà, il y a beaucoup de moyens quand même encore pour se battre. C'est quand même partager cette urgence. Donc même si c'est des messages qui sont pas très sympas et pas très agréables à dire, je pense qu'il faut les dire et qu'on ne peut pas faire l'économie à partir du moment où on est dans la réalité, donc dans le côté scientifique. On n'est pas en train de dire demain on sera tous morts, quoi. Oui, ok, demain on sera tous morts. On donne des chiffres, on donne des projections et puis on dit il peut se passer ça ou ça ou ça. Enfin voilà, donc l'alerte, je pense qu'elle est importante. Après, effectivement, la connexion à sa vie. Je crois que c'est essentiel parce que, comme vous le dites, des fois on se dit « oh, bon, tout ça ne nous concerne pas ». Ben si, quand on va couper la forêt quelque part, ça peut se traduire en pandémie pour nous. Essayez de bien décortiquer comment ça nous touche réellement parce que on est une partie de la planète, on est une partie de la nature. Et donc tout ce qui arrive à la planète et à la nature, ça nous arrive. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la beauté.
Vous savez, je crois qu'on défend ce qu'on aime. On aime sa famille, on défend sa famille, on aime ses copains, on défend ses copains. Si on aime la nature, on défend la nature. L'aimer, c'est y aller, et puis c'est se dire oh, « qu'est-ce que c'est beau !» quoi. Et la dernière chose qui est essentielle, c'est de comprendre comment on peut agir. Et pas se dire « j'y suis pour rien, je peux rien, c'est pas de ma faute ». Comprendre que chacun là où il est, on a partie prenante à cette affaire. Et que s'il y a eu des désordres environnementaux, c'est pas la faute à Pierre-Paul Jacques, c'est qu'on a tous marché dans la combine. Et donc cette compréhension de j'ai envie d'autre chose, donc je m'y mets, je le construis, je crois que c'est essentiel pour que les gens s'engagent. Les civilisations dans lesquelles on est, nous, les Européens, les Américains, etc., on est différents de la nature. On est censé être mieux, et on est censé justement régner sur et décider pour. Et c'est au fond cette philosophie-là qui nous a beaucoup conduit au problème d'aujourd'hui, parce que tout d'un coup maintenant on se dit bah non, finalement on n'est pas au-dessus, on n'est pas à côté, on est bien dedans. On commence seulement à comprendre qu'il faudrait qu'on mette dans notre théorie des choix d'autres choses. Si on n'arrive pas à se construire ensemble une sorte de récit collectif de là où on veut aller, on n'ira pas. Donc à un moment donné, ces choses qui nous apparaissent désirables, quand on est après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui était désirable, c'était d'avoir chacun sa machine à laver, chacun son auto, chacun son... voilà. Et on a construit une société qui répondait à ce désir collectif. Et aujourd'hui, on a un peu les limites de cette histoire-là. Donc le récit collectif qu'on est en train d'écrire, je pense qu'il n'est pas encore suffisamment écrit, il va être différent. Quelles sont les choses qu'on va avoir envie de vivre? Comment on va avoir envie de les vivre? Qu'est-ce qu'on va avoir envie de partager? Quelle société nous paraît désirable? Je pense qu'aujourd'hui, on sait tous que c'est plus chacun dans sa petite auto, dans son petit machin, son petit truc. Je pense qu'on est en train de comprendre que c'est plus de retrouver des fondamentaux, que ce soit des valeurs de partage entre les individus, de solidarité, ou que ce soit des valeurs justement de nature et d'implication entre guillemets dans la nature. Bon voilà, donc ça c'est ce qu'on est en train de construire. Et c'est ça qui va nous emmener c'est ça qui va faire que la politique va changer, que les entreprises vont changer, que la production va changer, que les choses vont changer, quoi. Il fallait manger de la viande pour être en bonne santé, c'était vraiment un truc très fort, quoi. Aujourd'hui, on sait que c'est le contraire. Aujourd'hui, pour être en bonne santé, on sait qu'il ne faut pas trop en manger, et puis on sait que l'empreinte au niveau de la planète et de la biodiversité des élevages est énorme, et que donc même si nous, WWF, on ne dit pas forcément aux gens d'être végétariens, en tout cas on leur dit à minima d'être flexitariens et de réduire leur consommation de protéines animales, que ce soit viande ou poisson. Il y a toute une série de fausses bonnes idées. À un moment donné, on a pensé que ça allait être bien d'avoir moins de pétrole fossile et de mettre de l'huile de palme dans nos voitures. On s'est aperçu que c'était une fausse bonne idée parce que ça faisait qu'on mobilisait des terres pour ça, qu'en plus en général c'était des terres sur lesquelles on déversait beaucoup de pesticides parce que comme on ne mangeait pas ces produits, on s'en foutait. C'est quand même complètement dément, quoi. C'est quand même une honte. Voilà. Après, on peut discuter de ce qu'il en faut dans l'alimentation ou pas, mais en France, 80% de ce qu'on importe comme huile de palme, c'est pour la mettre dans nos voitures. Donc là, on marche sur la tête, quoi. Dans la série des fausses bonnes idées aussi, s'imaginer de mettre des millions, des dizaines de millions simplement pour essayer d'aller récupérer les plastiques, par exemple, une fois qu'ils sont en mer, ça part d'un bon sentiment, mais en fait, il vaut bien mieux investir dans on arrête de produire des plastiques que de dire on continue à en produire, et puis on va essayer comme on peut d'aller les récupérer derrière, quoi. Arrêtez le tout de suite. Ça, c'est un truc un peu macro, mais et là, pour le coup, tout ce qui est de l'ordre des commandes sur Internet où on vous promet qu'on va vous livrer le lendemain matin, etc. Mais
calmez-vous quoi, calmez-vous. Il faut aussi réfléchir au type d'utilisation, la façon dont on l'utilise. Vous pouvez avoir un smartphone, mais si vous en changez tous les 6 mois, là ça commence à poser problème. On dit que le minimum des minimums, c'est de le garder au moins 3 ans. Il vaudrait mieux le garder plutôt le double. Et bien si vous faites ça, déjà, rien que les petits Français qu'on est nous, vous faites déjà en termes d'empreinte environnementale un énorme effort. Dans une maison, je peux vouloir être en t-shirt tout le temps et chauffer à 24, ou je peux accepter de mettre un petit pull et de chauffer à 20. Je peux aussi, avec mon smartphone, vouloir regarder des vidéos en streaming en permanence, ou je peux aussi me dire que le streaming, c'est une empreinte carbone énorme et que je peux peut-être attendre d'être chez moi pour télécharger un truc si je veux le regarder. Enfin voilà, il y a aussi la question de l'usage. Rien que sur l'alimentation, enfin, on jette 30% de l'alimentation qu'on produit, donc ça veut dire qu'il y a 30% des terres aujourd'hui qui sont déforestées, qui sont pour rien. Si on prend l'énergie, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a 30% de l'énergie qu'on produit qui va direct à la poubelle, qui ne sert à rien dans notre bien-être. Quand votre box est allumée alors que vous n'êtes pas à la maison, ça ne fait rien à votre bien-être, d'accord? Si on arrêtait de gaspiller et si on arrêtait de mal utiliser les objets qu'on a, on aurait fait un pas de géant. Moi, souvent, en rigolant, je dis aux gens, mais arrêtez de tondre votre pelouse. Si vous arrêtez de tondre votre pelouse, ou alors tondez les 4 mètres carrés pour mettre votre transat, si vous voulez, mais foutez la paix au reste, et vous allez voir que les insectes vont revenir, les oiseaux vont revenir, il y a des plantes que vous n'avez pas imaginées qui vont revenir. Moi, j'ai des orchidées chez moi qui se sont semées toutes seules, parce que j'ai arrêté de tondre ma pelouse. Et ben, un jour, je me suis dit, waouh, j'ai des orchidées dans mon petit jardin de La Rochelle, là. Eh ben oui. Donc voilà, je pense que tout ça, on peut le faire à petite échelle, à grande échelle. Il n'y a pas 36 solutions. D'abord, il faut en avoir des rêves. Et ça, on peut toujours en avoir, heureusement. Et après, je pense qu'il y a 2 conditions. La première, c'est de bosser. Je suis désolée, va falloir en passer par là parce que les choses ne vous tombent pas toutes cuites dans le bec. La deuxième, c'est quand même de se faire confiance, ou de faire confiance au groupe si on est dans un groupe. C'est-à-dire qu'il faut quand même se penser capable d'eux. Si on commence à dire « Ah mais non, mais j'y arriverai jamais », c'est même pas la peine de s'énerver pour essayer. Je crois qu'à un moment donné, c'est une mécanique en fait qui se crée. On rêve de quelque chose, on commence à s'y intéresser, à bosser, on se dit voilà le chemin, parce qu'il y a un chemin pour arriver à quelque chose. Voilà le chemin, donc je commence à mettre des pierres sur mon chemin et puis je m'appuie dessus et j'en suis capable et je découvre que je suis capable d'aller un peu plus loin et voilà. Et on construit, quoi. Je pense que une vie c'est un chemin et après ce qui est génial, c'est qu'on est peut-être 7 milliards en ce moment sur la planète, il y a 7 milliards de chemins. Donc il n'y a pas un truc obligatoire et il n'y a pas un passage obligé. Mais globalement, moi je connais personne qui soit arrivé quelque part sans l'avoir rêvé avant, sans avoir bossé pour et sans avoir pensé qu'il pouvait y arriver.